ici, je vous parle des classes inversées, c'est la commande, mais je ne veux pas dire par là que c'est la seule méthode au monde, que c'est la meilleure, que ça va résoudre tous les problèmes de l'école, voire de l'humanité et de la société, une méthode parmi d'autres, mais vous voyez dans le titre, je l'ai présenté un peu comme un élément prototype, précurseur. Je considère en effet que là où les classes inversées, nous verrons, contient une multitude d'ingrédients pédagogiques, de stratégies pédagogiques. Elle est en fait plus une stratégie qu'une méthode particulière, parce qu'elle est un mélange finalement, vous le verrez, de différentes méthodes. Et je vous demande peut-être de lire cette présentation qui est ciblée sur le sujet, mais peut-être dans le temps que nous vivons maintenant, la classe inversée et la période de confinement. On m'a dit, Marcel, nous sommes confinés maintenant, peux-tu nous parler de la classe inversée? Je leur ai dit, ben non, désolé, parce que la classe inversée, évidemment, il y a des éléments à distance, mais c'est surtout un moyen de renforcer la présence. Et donc, vous voyez que nous avons un objet complexe qui nous permettra malgré tout de tracer des pistes pour cette période de confinement et également ce qui va suivre l'après-confinement, le post-Covid, comme on dit. Alors, mon titre, Les classes inversées, je voudrais commencer cette présentation historiquement. Au début, on parlait de la classe inversée. En fait, on ne parlait pas du tout de la classe inversée. Il y a une bonne dizaine d'années d'ici, on parlait des flipped classrooms parce que la classe inversée est un slogan, peut-être, une appellation en tout cas, qui nous vient des anglo-saxons. Alors, en effet, c'est vers les années 2008 que le vocable, en tout cas, est apparu. Je vois déjà des participants me dire « Oui, mais vous savez, moi, il y a 40 ans d'ici, j'ai déjà eu un professeur qui faisait la classe inversée. » Et je répondrai simplement « Un? Un seul ?» Non, ici nous parlons d'un mouvement qui s'est développé progressivement aux États-Unis d'abord, en francophonie ensuite, et ceci à partir des années 2008. Ce que je voudrais vous dire à ce niveau, c'est que cette idée-là de la classe inversée n'est pas venue d'un écrit, d'un article, d'un chercheur en sciences de l'éducation, voire de politique. C'est une affaire d'enseignants, et en particulier de deux enseignants que je présente là, M. Berkman et M. Sams, qui étaient des enseignants de chimie dans le secondaire. J'insiste dans le secondaire, on n'est pas ici dans le supérieur, etc. Et qui en avaient un peu assez de voir, pendant que eux expliquaient la belle chimie, de voir leurs élèves tripoter sur leur smartphone à regarder des vidéos. Et donc, ils ont eu l'idée de remplacer la partie magistrale, vous savez, celle qui occupe tout le temps, hein, les professeurs qui expliquent, par de petites vidéos déposées sur des serveurs, dont les élèves pouvaient prendre connaissance avant le cours, de manière à rendre le cours plus interactif, plus applicatif, si vous voulez, avec des exercices, des problèmes. Autrement dit, faire taire un peu le professeur pendant le temps de présence, de manière à développer davantage d'activités d'apprentissage. Cette classe inversée singulière, la classe inversée, comme s'il y avait une façon de faire la classe inversée, je l'ai très vite appelée le type 1. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à partir de cette idée d'utiliser la présence et la distance, des vidéos à distance, des activités en présence, sont nées différentes façons de faire la classe. Alors, le type 1, la classe inversée, j'avais résumé cela par lectures at home, les leçons à la maison, and homework in classes, les devoirs en classe. Donc, c'était un peu une première inversion qui visait à ce que le travail précède la classe plutôt que ne suive la classe en termes de devoirs.
Alors, pour ceux qui connaissent un peu le jargon, c'est un dispositif hybride. C'est un dispositif qui va utiliser évidemment la vidéo, la médiatisation en termes de vidéo, de quelque chose que nous connaissons finalement, c'est-à-dire l'enseignement ex cathedra, l'enseignement magistral, au lieu d'être fait dans un temps et un espace donné, il est fait, si vous voulez, dans l'espace-temps. C'est finalement ce que nous permettent les technologies, de nous libérer des contraintes d'espace et de temps. Alors vous voyez cette gravure probablement du 15e ou 16e siècle. Vous savez, il y a quand même eu des progrès importants en 6 siècles. On voit maintenant une photo d'Amphi en l'an 2000. Bon, bien sûr, il y a des couleurs qui sont différentes, mais je ne vois pas la grosse différence. Et le dernier avatar, c'est finalement ceci. Le professeur qui donne son cours, finalement, qui donne son cours et qui est filmé, avec évidemment quelque chose de... Excusez-moi, il y a du son qui est arrivé. Le professeur qui est filmé. Alors, vous voyez cette évolution finalement, c'est une part de médiatisation. Le discours qui se faisait en temps et lieu est devenu répandu. Il y a cette idée de présence-distance qui est en train un peu d'évoluer, mais pour moi surtout, une évolution dans les termes enseigner et apprendre. Peut-être que dans la classe inversée, on revoit une sorte de positionnement de celui qui enseigne, finalement, au travers de la distance, de la médiatisation, et de l'activité d'apprentissage qui va être reciblée, recentrée dans la présence. Je résume. Dans l'enseignement dit traditionnel, vous savez bien ce que je veux dire, l'enseignement que la plupart des personnes qui m'écoutent ont connu, la partie enseignée se faisait en présence. Le cours a lieu dans l'amphi B14 à 15h30. L'apprentissage, lui, reste quelque chose de solitaire. Moi, je me retrouvais dans ma chambre d'étudiant quelques semaines avant l'examen et je me disais, mon Dieu, comment je vais mettre tout ça dans ma tête? Ce qui dit bien que l'apprentissage était quelque chose qui était loin du professeur, loin de l'école, loin de la classe. L'idée de la classe inversée, c'est qu'une partie, j'insiste, une partie de l'enseignement, puisque maintenant nous avons clarifié ces termes, peut se faire à distance. Et vous voyez, j'ai poussé le clin d'œil jusqu'à mettre des livres, n'est-ce pas? Ils pouvaient déjà se faire à distance, mais le but avoué, ce n'est pas tant la médiatisation des cours à distance, vous savez, il y en a sur tous les sujets, il suffit de se balader un peu sur Internet. Le but est le seul de la classe inversée, c'est de redonner du sens à la présence. De dire, mais pourquoi diable allons-nous nous rencontrer dans un lieu donné si c'est pour faire quelque chose que nous pouvons faire à distance? Et mon exposé d'aujourd'hui en est largement la preuve. Alors attention avec le à distance. Beaucoup ont traduit à la maison. Alors évidemment, on a tiré sur le baudet en disant, mon Dieu, on va donner des vidéos aux élèves et vous vous rendez compte, ils n'ont pas tous les moyens, etc., etc., etc. Non, le à distance veut dire à distance de l'enseignant, en autonomie. À la maison peut-être, mais pourquoi pas dans un local qui aurait été dédicacé à cela dans l'école, où les élèves pourraient en autonomie donc aller revoir, aller voir, prendre connaissance de parties de la matière avant de rencontrer l'enseignant. On retrouve ici déjà des idées de l'après-confinement, où on dit que peut-être le professeur va devoir travailler avec des groupes restreints pendant que d'autres vont prendre connaissance de la matière. Alors ici, une petite parenthèse, et je le dis avec un clin d'œil évidemment. Les francophones ne sont pas gâtés, parce que chez eux, le mot « apprendre » signifie à la fois apprendre et enseigner. En effet, on peut dire « je vais t'apprendre quelque chose ». Je vais t'apprendre à rouler à vélo, je vais t'apprendre les tables de multiplication. Et ma réponse par rapport à tout ça, c'est
Ben non, vous ne pouvez pas m'apprendre. Vous pouvez m'enseigner, me montrer, c'est ce que font les vidéos ici, mais apprendre, c'est moi qui vais le faire. La classe inversée, dernier résumé, ben je l'ai déjà dit, beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Je les entends, hein, les grands pontifs. Alors, la classe inversée, ça marche mieux. On ne sait pas très bien quoi, on ne sait pas mieux pourquoi, mais enfin, est-ce que ça marche mieux? Ça donne de meilleurs résultats. Mais pourquoi changer un système qui marchait aussi bien jusqu'à présent? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez des résultats de recherche scientifique là-dessus? Enfin, un phénomène qui est encore dans les pratiques, qui est là depuis 10 ans, n'exagérez pas, écoutez les enseignants qui en parlent. On m'a dit que les élèves avaient de meilleures notes aux examens. Enfin, vous voyez toutes ces questions qui ont été posées, et heureusement qu'il y a eu des questions, c'est sans doute la richesse de la classe inversée. Aussi, son association avec le numérique. Est-ce que le numérique, c'est vraiment utile pour faire de la classe inversée? Ben oui, ça aide. Je pense que c'est une partie de la raison du développement de la classe inversée, mais on pourrait faire de la classe inversée autrement. Et Jean-Marie se souviendra de Nicolas Rouche, qui m'a donné des cours de mécanique quand j'étais le petit Marcel sur les bancs la première année à l'université. Il nous a donné aucun cours. Il nous demandait de lire chaque semaine un chapitre de son livre et il se tenait à disposition des étudiants pour répondre à leurs questions. Nous avons très vite appris, n'est-ce pas? Oh, je vous entends. Ah, mais les étudiants, ils ne regarderont pas les notes du professeur. Mais nous, on a très vite compris la troisième, quatrième semaine, quand le professeur refusait de réexpliquer la matière en disant c'est dans mon livre, je suis là pour répondre à vos questions, pas pour refaire le cours, il est déjà là. Ben, nous avons très vite compris que nous avions intérêt à préparer des questions et je vous dirais qu'une demi-heure avant le cours, les étudiants se réunissaient pour préparer des questions au professeur. Alors, vous me direz, ben voilà, beaucoup d'interpellations et peut-être qu'on a besoin d'une boussole, on a besoin d'une carte d'orientation. Où va-t-on? D'où vient-on? Que veut-on faire? Pourquoi ça change? Pourquoi devrait-on changer? Alors, ben, je cite ici ben, cette idée de la boussole, hein, venant d'un des grands penseurs de l'évaluation, qui disait, ben, si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous allez, vous risquez de vous retrouver ailleurs, ce qui, à mon sens, n'est pas grave du tout, mais j'ai rajouté, et de ne pas le savoir, ça me paraît un tout petit peu plus grave. Alors, les fondements pour lire ce phénomène des classes inversées, et je vous dirais que je vais aller peut-être assez vite sur ce point. Ben, c'est ce que moi j'ai appelé la cohérence pédagogique, ce que M. John Biggs appelait le constructive alignment, l'alignement constructif, quelque chose que vous connaissez très bien. Tout le monde me dit d'ailleurs qu'ils connaissent cela, et pourtant, en ce qui me concerne, je crois que ça fait encore de nombreux problèmes. L'alignement, c'est de dire comment vais-je rendre cohérent un ensemble de finalités, d'objectifs qui peuvent être exprimés en termes de compétences, ce genre de choses, avec les méthodes. Veillez à cette cohérence-là. Beaucoup d'enseignants me disent « Ah, et quels sont les objectifs dans votre cours? Ah, mais je veux développer l'esprit critique des élèves. Ah oui, et comment faites-vous? Je leur explique des critiques de texte, je leur montre, je leur fais des critiques par rapport à des œuvres d'art, etc. Oui, mais eux, que font-ils? Comment est-ce qu'ils apprennent la critique, à part le blabla sur vos tableaux et la littérature? Donc, cette cohérence est importante, l'évaluation aussi. Ah, vous voulez développer l'esprit critique. Et comment allez-vous évaluer ça? Voyez un peu ce système. Pour moi, ça a toujours été ma boussole finalement. Quand un enseignant m'explique une méthode pédagogique, il commence tout de suite à me dire « Ah oui, j'ai mis des vidéos et alors les étudiants font ceci. Oui, attends. Quels sont tes objectifs? Ah, ils sont ceux-là. Et comment vas-tu évaluer? » Donc ça, c'est John Biggs, l'alignement constructif. Alors, Lebrun, je pense,
à rajouter là-dedans, ça a été presque une hérésie, n'est-ce pas, les outils, parce que nous sommes plongés dans des outils, ils sont là. On voit souvent dans les outils une façon de revitaliser l'école, de lui donner un nouveau souffle, et souvent, on voit, on met des outils, mais on ne sait pas très bien pourquoi on les a mis. Oui, l'école a pris un abonnement à tel logiciel, etc., etc. Je vous signale que dans les derniers écrits, John Biggs a introduit, suite à un article que j'ai écrit dans ce sens-là, vous avez les références en rouge, hein, les petits HTTP bit.ly sont les références, mais a repris cette idée de marier finalement l'alignement objectif méthode évaluation dans la réflexion sur le numérique et les outils. Les objectifs, je vais aller très vite. Je vais aller très vite parce que je n'ai guère le temps, mon propos n'est pas les objectifs, mais je veux quand même cadrer avec la classe inversée. Alors, vous connaissez probablement Andreas Schleicher, directeur de l'OCDE, secteur éducation, qui nous dit l'école devrait préparer les élèves à des changements économiques, sociaux, politiques, on commence à voir de quoi il s'agit à l'heure actuelle, à des emplois qui n'existent pas encore, à des technologies qui restent à inventer, à des méthodes, à des procédures qui ne sont pas encore là pour résoudre des problèmes qui ne sont pas encore survenus. Schleicher est parfois très dur. Il dit, dans un discours qu'il a fait en Belgique d'ailleurs, vous avez des élèves du 21e siècle, des enseignants à une pédagogie du 20e et une organisation du travail du 19e. Autrement dit, voilà, je vous donne là de quoi discuter pendant pas mal de temps. Vous avez aussi Ken Robinson, qui a beaucoup écrit dans le domaine de l'éducation et qui dit que le but de l'école, ce serait d'amener l'élève à découvrir son élément, ce pourquoi il est fait. Et il nous dit, l'enseignement actuel est fondé sur une vision étroite des capacités intellectuelles qui induit des programmes limités, des méthodes pédagogiques standardisées, des systèmes d'évaluation impersonnels dominés par les résultats bruts et les notes. Bon, encore une fois, on a là pas mal de choses. Soyons sérieux. Depuis que je me suis intéressé à la pédagogie, la notion d'objectif a pas mal évolué. Au début, je caricature un tout petit peu. En 90, on me disait les objectifs, c'est assez simple. Tu commences par l'étudiant sera capable de, tu mets un verbe et un substantif. L'étudiant sera capable de résumer une œuvre de François Mauriac. 10 ans après, je résume, je caricature ici, je vous donne des démarches. Vers 2000, on a commencé à parler des compétences. Il s'agissait bien sûr de savoir et de savoir-faire, les fameux verbes dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y avait l'importance du contexte. Il fallait savoir le faire à l'école, mais il fallait que ce soit transposable, si vous voulez, dans des situations problèmes les plus authentiques possibles. Et là, on a parlé de la notion de compétence, competere, amener ensemble des savoirs, des savoir-faire, voire des savoir-être. Et en 2010, apparaissait un nouveau mot, les learning outcomes, les acquis d'apprentissage. Et même si les gouvernements ont traduit cela dans des termes, pour moi, extrêmement restreints, c'est-à-dire ce que l'élève sait, comprend, est capable de faire, quand on retourne dans les textes européens, les tout premiers qui ont parlé des learning outcomes, on voit ce que l'élève est capable lui-même de démontrer. Ce qui veut dire tout à coup que le sens de l'évaluation est en train de changer. L'examen, l'évaluation, c'est pas seulement le prof qui dit cite-moi les trois étapes de la procédure, du modèle, machin, etc. Mais c'est le professeur qui dit, ou plutôt même l'élève, l'étudiant, l'apprenant qui dit, professeur, voici ce que j'ai fait avec votre cours. On retrouve pratiquement la notion de chef-d'œuvre et du fait que
la démonstration de l'acquis de l'apprentissage revient finalement à l'apprenant. On commence à voir ici une autre inversion qui passe du maître sur son piédestal, hein, souvenez-vous de la vidéo que je vous avais montrée, vers finalement une notion de l'apprentissage. Ce qui compte, c'est pas tellement ce que l'enseignant fait, mais ce que l'élève sera capable de faire au travers des activités qui lui ont été prescrites. À part cela, on nous parle de compétences. Vous avez ici le Forum économique mondial au travers de différents écrits qui nous parlent bien sûr des capacités de base, des capacités de lecture, d'écriture. Beaucoup de personnes me font le reproche. Ils me disent, oui, mais avec toutes ces compétences, le travail d'équipe, la recherche d'informations, bientôt les étudiants, les élèves ne sauront plus rien. Mais le but n'est pas cela, vous ne m'avez pas compris. Une compétence n'est pas antagoniste au contenu et au savoir, puisqu'elle s'appuie finalement sur des contenus et des savoirs. Évidemment, elle étend la notion avec même des traits de caractère, la curiosité, l'initiative, l'adaptabilité, le leadership, la conscience sociale, etc., etc. Évidemment, je vous conseille peut-être d'aller voir les écrits de Bernard Stiegler. Hein. On voit les problèmes aussi qui sont apportés à l'école par le numérique. Mais Bernard Stiegler nous dit que non, la technologie n'est pas vraiment un poison pour la société et que les problèmes viennent probablement de notre difficulté à socialiser correctement les outils. Et Dieu sait que cette période de confinement a été un temps, non pas d'enseignement, non pas de formation, un temps d'apprentissage pour chacun par rapport à ses outils, à ses réseaux sociaux, à Zoom, à Teams, à Skype, etc., etc. Michel Serres, lui, va un peu plus loin. Il nous dit que grâce aux outils numériques, nous avons été libérés finalement de certaines nécessités, par exemple la mémorisation, etc., etc., en partie du moins, et que cela nous permet de faire d'autres choses. Nous n'avons pas le cerveau vide, hein, les choses ne sont pas dans notre smartphone, mais nous avons le cerveau davantage libre. À part cela, on voit l'efflorescence, hein, ces incitations à développer les compétences transversales, comme apprendre à résoudre des problèmes, la créativité, la responsabilité sociale, la communication, l'alphabétisation numérique, l'apprentissage toute la vie durant. Hein, le temps de l'école, il prend un autre sens. La collaboration. Alors, quand je montre cette figure-là, si on était en présent, je vous dirais, levez la main, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui manque dans cette figure? Et évidemment, quelque chose qui manque, ce sont les contenus, les disciplines, vos disciplines, mais mon Dieu, où sont les disciplines? Eh bien, regardez bien le cercle blanc que vous voyez là, elles sont là. Autrement dit, dans l'école du XXe siècle, d'il y a 20 ans, les savoirs et les disciplines étaient au centre. Et les compétences étaient finalement un produit d'à côté, un side product, comme on dit. Quelque chose que l'on acquiert en passant. À l'heure actuelle, les compétences deviennent centrales et les savoirs en sont externalisés. Non, non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je ne veux même pas de questions et de discussions là-dessus. Les savoirs sont, à l'heure actuelle, externalisés. Ça ne veut pas dire que nous devenons tous malins. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin d'enseignants, de personnes qui vont nous donner des signes, des critères, des consignes. Non, non, bien sûr. Mais il y a quand même ce mouvement-là qui appartient finalement au mouvement des classes inversées. Pour les méthodes, je viens de vous parler un peu des objectifs en les reliant aux classes inversées. Pour les méthodes, les méthodes, il y en a beaucoup. On parle ici de Robert Gagné, hein, qui est encore un peu dans le behaviorisme, qui nous dit voilà les étapes qu'il faut suivre pour qu'un élève apprenne.
pour que moi, enseignant, je fasse apprendre un élève comme si c'était possible. Mais ces méthodes sont intéressantes. Elles nous disent, par exemple, informer l'apprenant de l'objectif. Est-ce que nous faisons vraiment ça dans nos cours? Stimuler le rappel des préalables, provoquer la performance, fournir des rétroactions. D'autres vous parleront de l'enseignement explicite, qui est également une forme de behaviorisme, d'activité que l'enseignant peut mettre en place pour encourager. Pour ma part, au travers de 2 livres que j'ai écrits, vous voyez que mon préfacier, c'est Jean-Marie de Quetel, j'ai essayé de voir quelles étaient finalement les influences possibles des outils numériques, ce qui a toujours été un de mes intérêts un peu en toile de fond, dans les changements dans la pédagogie. Et ceci, ça date quand même des années 99-2000. Et je voyais dans les temps nouveaux, ces temps marqués par le numérique, des classes en grands groupes, 20, 30 élèves, voire dans les amphis 150, 200, qui allaient vers des plus petits groupes, que les leçons devenaient plutôt de la facilitation, qu'on parlait pour les meilleurs étudiants il y a 20 ans d'ici. Ici, on va essayer de se mettre au niveau de chaque étudiant. Au lieu de parler de tests et d'examens, on va parler de production. J'ai déjà parlé de ces choses-là. Les structures en deviendraient peut-être plus collaboratives. On va parler de la différenciation, etc., etc. Alors ici, je vous livre ma phrase fétiche. Qu'est-ce que c'est former? Qu'est-ce que c'est éduquer? Former, pour moi, c'est donner à l'apprenant des occasions d'apprendre, point. Autrement dit, l'enseignant devient une sorte de concepteur de lieux, d'espaces d'apprentissage. On parle beaucoup à l'heure actuelle des espaces d'apprentissage dans lesquels l'apprenant va trouver les ressources nécessaires, dont l'enseignant, pour pouvoir apprendre. Enseigner, c'est pas transmettre des savoirs, c'est pas ce qui est écrit, mais pourquoi pas? Si vous trouvez qu'à un moment donné, ce que je fais cet après-midi, la meilleure façon de faire passer un savoir chez ceux qui m'écoutent, c'est peut-être la transmission, pourquoi pas? Mais c'est certainement pas la seule façon. Fort de tout cela, nous avons nous aussi fait des recherches européennes et je vous conseille d'aller voir, c'est disponible, les résultats de la recherche ISUP, les dispositifs hybrides dans l'enseignement supérieur. Et vous voyez là une courbe où il y a différents types de dispositifs de l'enseignement supérieur. Les 3 premiers sont centrés enseignants. C'est l'enseignant qui dit la matière, c'est l'enseignant qui propose les exercices, c'est l'enseignant qui donne les consignes, c'est l'enseignant qui évaluation. Et les 3 derniers, centrés apprenants. On travaille avec des ressources que les apprenants ont amenées. Les apprenants peuvent s'auto-évaluer. Vous avez entendu parler de l'évaluation par les pairs. Et ici, nous avons interrogé des enseignants, mais aussi des étudiants, ce qui est la force de cette recherche. Et nous avons vu que différents facteurs d'apprentissage, comme la motivation, la qualité perçue des ressources, la pertinence des compétences qu'ils ont développées, évoluent finalement avec le type de dispositif. Autrement dit, bien sûr, ces recherches avaient été faites dans l'enseignement supérieur. Viser l'autonomie des élèves, ça peut nous réserver des surprises et en particulier de bonnes surprises pour leur apprentissage. Après avoir parlé de la classe inversée, j'arrive maintenant aux classes inversées. En effet, dans mon intérêt pour le sujet, j'ai rencontré beaucoup d'enseignants dans des colloques, vous voyez ces choses-là, et ils me disaient, moi je fais de la classe inversée. Ah oui, et comment faites-vous? Quels sont vos objectifs? Comment évaluez-vous, etc. Et j'ai été surpris que les enseignants me racontaient chaque fois des choses différentes. Autrement dit, le concept initial, les leçons à la maison, les devoirs en classe, s'est transformé par l'intelligence des enseignants. De nouveau, il n'y a pas eu de directive là-dessus, il n'y a pas eu une injonction venant d'en haut, au contraire. Mais ils ont commencé à adapter finalement cette idée-là, jouant sur présence-distance, enseigner, apprendre.
Vous vous souvenez du type 1? Le type 1, ben, les élèves prennent connaissance de la matière, si vous voulez, en dehors de la classe, et en présence, ben, c'est des applications, des exercices, des résolutions de problèmes, des pédagogies actives, tout ce que vous voulez. Les gens se sont vite rendus compte qu'un des problèmes, c'était finalement ces vidéos en ligne, qui finalement, je vous l'ai dit, changeaient peu de choses par rapport à l'enseignement magistral. On a trouvé, en étudiant finalement les classes inversées que faisaient les enseignants, on a trouvé pas mal de composantes du type 2. À distance, les enseignants demandaient à leurs apprenants, à leurs formés, à leurs élèves, d'aller explorer des contextes, d'aller chercher des ressources, de préparer une présentation ou une activité. Vous voyez, le contenu n'était pas mis à distance par le professeur, c'est les élèves, les apprenants, qui allaient chercher les savoirs dans les contextes, ils revenaient en classe, et en classe donc, ben, c'était des travaux d'analyse, de synthèse, de créativité, de critique, des travaux de groupe, etc., etc. Vous voyez comment cette idée initiale de la classe inversée, le type 1, s'est transformée. Mais ce dont je me suis rendu compte, et vous savez, je vous l'ai dit, je suis physicien et j'ai étudié en particulier la mécanique quantique, alors tout ce qui est catégorie, déterminisme, ça me fait toujours peur. Quand on me dit il y a le type 1, le type 2, il y a ceux comme ça et ceux comme ça, j'ai trouvé dans différentes recherches qu'il y avait un type 3. Alors, regardez bien, vous avez le type 1, la matière à distance, les exercices en classe. Le type 2, les étudiants explorent des contextes, ils reviennent en classe avec ça. Le type 3, vous prenez les deux cadres qui sont marqués 1 et 2, venant du type 2, et vous les mettez comme cela. Vous prenez les deux cadres qui viennent du type 2, le 3 et le 4, et vous les mettez comme ça. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à partir de l'expérience du type 1, la mise à distance des savoirs, du type 2, l'exploration des contextes, les enseignants avaient fait une sorte de mélange en considérant ces 4 événements d'apprentissage comme des jalons dans une sorte de processus d'apprentissage. Ils envoient les élèves explorer les contextes, ils reviennent en classe, ils présentent ce qu'ils ont trouvé, cela fait jaillir des questions, on étudie ensuite les théories, les modèles, etc. Et 4, on revient en classe pour essayer de voir la validité des modèles, comment ça marche, etc., etc. Donc, c'est ce que j'ai appelé les classes inversées, un mélange subtil d'activités d'apprentissage et d'enseignement se passant à la fois en présence et en distance. Je résume. Un premier axe, le rapport au savoir. À gauche, les savoirs transmis par le professeur. Au centre, des savoirs qui ont été externalisés, médiatisés, ils sont sur YouTube. Et 3, des savoirs récoltés par les étudiants eux-mêmes. Deuxième axe, le rapport au rôle. L'enseignant donne son cours, on a vu ça au début, l'enseignement ex cathedra. Les étudiants participent, on voit les méthodes actives, résolution de problèmes, projets, etc. Et finalement, tout en haut, les étudiants construisent eux-mêmes le dispositif et deviennent des enseignants pour les autres élèves. Vous retrouvez le type 1, savoir externalisé, activité en classe. Le type 2, les savoirs récoltés, les étudiants eux-mêmes qui font le cours. J'exagère un peu, mais vous m'avez compris. Et finalement, le type 3, qui est le mélange de tout ça. Et vous retrouvez les mots, la classe inversée, les classes inversées, le type 3, le mélange, et finalement, dans certains cas, la classe renversée. Par exemple, mon collègue Jean-Charles Caillé à la Cato de Lille fait des cours renversés où les élèves trouvent les ressources, font le cours pour les autres et préparent même les évaluations. Le groupe A prépare l'évaluation du groupe B, etc., etc. Là, on est dans le renversement total. Je vous rappelle le cycle de Kolb.
ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel. Comment l'humain, finalement, apprend du contexte. Kolb nous dit, ben, ça commence par une expérience de vie. On rencontre quelqu'un qui nous dit que. Ensuite, il y a, vous allez vers la droite, une observation réflexive. On analyse, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Ensuite, on va conceptualiser. On va essayer de trouver des réponses. On va aller questionner des gens. On va essayer de trouver des réponses sur Internet. Et finalement, je transfère, je retourne dans d'autres contextes. Mais avouez que ce cycle de Kolb ressemble très fort à mes 4 événements d'apprentissage. Les étudiants dans la nature qui cherchent des informations, qui partagent en classe le 2, qui ont recours à des modèles, à des théories d'explication le 3, et finalement qui font du transfert le 4. Donc, finalement, ce concept des classes inversées pourrait être le côté, si vous voulez, pratique, le caractère contextualisé du cycle de Kolb, avec évidemment des activités en présence et à distance. On retrouve également, figurez-vous, quand vous lisez les textes, par exemple, de Tardif, qui a été un des personnes qui étaient à la base de la réflexion sur l'apprentissage par problème. Dans son livre, L'apprentissage stratégique, il nous parlait des méthodes actives en disant qu'il y avait une phase de contextualisation, donner du sens avant de donner les théories. Combien j'en ai eu de professeurs qui arrivaient au tableau et ils écrivaient soit f de x fonction 2, etc. Et moi, j'avais envie de dire, mais attends, on va pas trop vite, à quoi ça sert, ça? Quand est-ce que je vais utiliser ces choses-là? Et on me répondait généralement, tu verras plus tard. Ce temps-là, il est passé, mesdames, messieurs. Les étudiants que vous allez avoir, ils vont vouloir savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire des savoirs que vous êtes en train de leur enseigner. C'est la contextualisation, c'est le début de la motivation. C'est finalement trouver du sens à ce que l'on va faire. Mais il faudra bien décontextualiser, il faudra bien modéliser, il faudra bien trouver des principes. Et ensuite, il faudra bien voir que ces théories sont applicables. Et il faudra recontextualiser. Autrement dit, je vous le disais, là, les classes inversées surtout, sont vraiment une sorte d'instanciation. Je terminerai ma modélisation avec Benjamin Bloom. Vous connaissez tous Bloom, évidemment, 1956, qui nous dit, dans sa pyramide des compétences cognitives, il faut d'abord mémoriser, il faut ensuite comprendre, puis on pourra appliquer, et quand on aura appliqué, on pourra analyser, ensuite on pourra évaluer et on pourra finalement créer. L'école est créée là-dessus. Il faut d'abord voir la théorie, bien mémoriser, bien comprendre, faire des applications, et plus tard, on ne sait pas quand, mais plus tard, tu pourras analyser, évaluer, créer au travers du terrain, de situations, problèmes. C'est le sens de Bloom. Pourquoi parle-t-on de la classe inversée? Peut-être parce que dans certaines instances de la classe inversée, on fait l'inverse. On travaille dans l'exploration des contextes, dans des situations problèmes, où il faut créer des questions au début. Généralement, à l'école, la question est posée, mais dans la vie de tous les jours, il faut apprendre à poser des questions. Et ensuite, on ira trouver des réponses dans la théorie, dans les modèles, etc., etc. Autrement dit, comme je dis avec un clin d'œil, la classe inversée, elle renverse peut-être la perception de Bloom en mettant la taxonomie à l'envers. Alors, je vais très vite ici, quelques recherches pour vous dire, vous aurez les références, je mettrai mon diapo à disposition, qu'avec des étudiants dans les cours en formation continue ici à Louvain, j'ai fait des recherches sur les différents types de classes inversées et nous avons effectivement trouvé le type 1, les savoirs médiatisés, les exercices en classe, pas beaucoup de type 2, surtout dans les sciences humaines, un gros mélange de type 3. Nous avons trouvé déjà, ici on est en 2017, des articles qui commencent à arriver en montrant les différents types de classes inversées, en rejoignant finalement la typologie que je vous ai présentée ici.
On trouve aussi beaucoup de bémols en disant que il faudrait familiariser les élèves et les enseignants à ces nouvelles stratégies. Euh, les enseignants me disent souvent, mais on n'a pas été formés. Ben, on a bien vu qu'avec un virus, ils n'ont pas eu besoin de formation et ils sont parvenus à faire du Skype, du Teams, etc. Arrêtons de nous plaindre qu'il n'y a pas de formation. L'Internet est plein de vidéos où on vous explique comment faire des diapos, des vidéos, des forums en ligne, etc., etc. Nous sommes dans l'apprentissage toute la vie durant. Ils nous disent aussi que les vidéos sont souvent beaucoup trop longues. Ah oui, moi au début je faisais ça, hein, 1 heure et demie de vidéo, boum aux étudiants. Mais non, il faut travailler une certaine granularité. Le gros problème est les activités en classe. La plupart des enseignants, ils mettent des vidéos en ligne, ils arrivent en classe et ils disent « Avez-vous des questions ?» Et ils sont surpris, il n'y a pas de questions. Qu'est-ce qu'on fait? Non, le but, c'est pas qu'il y ait des questions. Le but, c'est de montrer que les savoirs dont on a pris connaissance, on est capable de les mettre en relief, de les confronter, etc. Donc, évidemment, beaucoup de bémols en tout ça, dont, malgré ce que j'ai dit, continuer à se former aux classes inversées. Et je vous dirais, parce que j'y participe maintenant depuis 4 ou 5 ans, en France en particulier, vous avez le CLIC, classe inversée, le congrès, CLIC, qui se passe chaque année et où on a quand même 1 millier d'enseignants qui ne viennent pas pour raconter des conférences, pour écouter des conférences, mais surtout pour échanger sur leurs pratiques. Parce que je crois que la formation des enseignants, comme l'apprentissage tout court, va passer par une expérience de réseau, d'échange et de collaboration. Je termine, toute petite synthèse. Je parle souvent de l'heure actuelle comme une nouvelle renaissance. Vous allez voir, je vais être peut-être un peu plus philosophe, mais ça prendra du sens dans tout ce que je vous ai dit. Il y a en philosophie 2 courants qui s'opposent. Je caricature ici, c'est pas mon propos. Le rationalisme, il met l'accent sur le monde des idées, des modèles, des théories et des concepts. Vous avez de l'autre côté l'empirisme. Il se base sur les faits, la réalité concrète, les contextes. Pas tant les concepts que les percepts, ce que les gens ont perçu, l'expérience. On a vu que l'ancienne école, l'école d'il y a 20 ans, on parlait du monde des idées, il fallait la transmettre pour changer les conceptions des apprenants, augmenter leur savoir. On parle aussi du constructivisme. On va partir de ce que les élèves savent pour modéliser. Vous retrouvez là le type 1 et le type 2, mais le type 3 en fait la synthèse. Peut-être que c'est ça finalement que nous allons devoir apprendre. Il n'y a pas une préséance, pour moi en tout cas, qui suis scientifique de formation, du monde des idées sur le monde de l'expérience. Les idées viennent de l'expérience et les idées alimentent finalement l'expérience. Les deux sont possibles et c'est peut-être ça la leçon des classes inversées.